deux premiers opus de ce hors-série que j'ai entre les mains ont été de francs succès. Et comme on ne change pas une recette qui plaît, voici le troisième opus de l'Histoire interdite, un hors-série de valeurs actuelles et que nous allons parcourir ensemble, tout au moins en compagnie de son directeur, du directeur de ce hors-série de valeurs actuelles, Arnaud Folk. Bonjour Arnaud. Bonjour. Troisième opus, mais un travail qui a nécessité un an d'enquête et de recherche et avec un leitmotiv, je vous cite, l'histoire interdite, si elle est l'histoire cachée, est aussi surtout l'histoire sans œillères. Une façon de se démarquer de l'histoire officielle ? L'histoire officielle, Martial, qu'est-ce que c'est ? C'est l'histoire de gauche. C'est l'histoire qu'on a entendue à l'école, c'est l'histoire qu'on a entendue dans les universités, c'est l'histoire qu'on entend à la télévision, c'est l'histoire des intellectuels engagés. Et si les deux premiers numéros de l'Histoire interdite ont eu tellement de succès, c'est qu'effectivement, on cherche à aller chercher la petite bête, à essayer de voir ce qui se passe, quelles sont les zones d'ombre et les faces cachées. Je vais vous citer par exemple un tout petit exemple. Dans ce numéro, nous traitons les relations entre De Gaulle et le général Franco. Quand on lit ces biographes officiels, dont Max Gallo, qui par ailleurs a pu faire des écrits assez formidables, quand on entend Max Gallo, on a l'impression que De Gaulle a rencontré Franco en 1970, qui fut son dernier acte public, un an après sa démission, et on a l'impression que c'était un touriste en goguette qui passait 15 jours de vacances en Espagne et qui était quelque part contraint et forcé, c'est ce qu'il écrit dans son livre, de rencontrer le général Franco, qui dirigeait l'Espagne depuis 1939 et qui avait été allié effectivement avec les forces de l'Axe. Eh bien, nous racontons avec beaucoup d'archives, beaucoup de documents, à quel point, et le témoignage de l'ancien ambassadeur de France à l'époque, qui servit de go-between entre Franco et De Gaulle, à quel point c'était même une obsession de Gaulle de rencontrer le général Franco qui l'admirait. Et nous racontons tout le périple, nous racontons comment la rencontre s'est passée, nous racontons ce qu'ils se sont dit tous les deux, et nous racontons aussi cette lettre extraordinaire qu'aucun biographe ou presque n'a sortie, du général de Gaulle qui, à la fin de sa rencontre avec Franco, lui envoie une lettre en lui disant qu'il incarnait la grandeur, l'espérance de l'Espagne. De Gaulle était extraordinairement admiratif du général Franco. Encore une fois, à lire les biographes, on a l'impression que c'était un touriste qui a rencontré le général de cette façon. Et croyez-moi, ce qu'il y a dans cet article est tout à fait explosif. À tous ceux qui se disent gaullistes, il faut lire ces pages, puisque vous vous invitez à penser par nous-mêmes. On va entrer directement dans le vif du sujet. J'ai retenu quelques secrets d'histoire ou autres vérités cachées parmi la ribambelle de sujets proposés dans cette troisième opus. Et tout d'abord, un dossier qui a retenu mon attention parce que c'est quand même un voyage au bout de l'horreur. Et alors que l'Algérie accuse la France de crimes contre l'humanité, vous apportez la preuve que c'est l'Algérie qui a perpétré via le FLN des crimes contre l'humanité, contre les Français. Écoutez, la vérité oblige à dire qu'aujourd'hui l'Algérie accuse la France de crimes contre l'humanité. La vérité, c'est que l'Algérie, en l'occurrence le pouvoir FLN, qui était au pouvoir à l'indépendance et qui est toujours au pouvoir aujourd'hui, mériterait, lui, d'être accusé de crimes contre l'humanité et condamné. Les documents que nous sortons dedans, je suis un peu, forcément un peu plus, comment dirais-je, je suis un peu plus grave en disant, effectivement, en parlant de ce sujet, parce que c'est un sujet très grave. Ce n'est pas pour rien si à la fin du chapeau, nous disons voyage au bout de l'horreur, âme sensible s'abstenir. Les documents que nous publions sur 8 pages témoigne de ce que je viens de vous dire. La guerre de terreur menée par le FLN était une guerre d'extermination. Nous racontons dedans, force documents à la pluie, les massacres abominables commis contre des civils, contre des enfants, mais ce ne sont pas des meurtres, ce sont des yeux crevés, ce sont des corps démembrés, ce sont des cadavres brûlés, ce sont des femmes violées, ce sont des enfants retirés du ventre de leur mère. Et ça a été le cas entre, grosso modo, 1957 et 1963, c'est-à-dire avant et après voilà, ce qui fut après le cessez-le-feu. Mais bien sûr, le
soi-disant cessez-le-feu 19 mars et même l'indépendance. Et ce que nous démontrons dans ce magazine, grâce au document de Jean-Jacques Jordi, exceptionnel, qui est comment dirais-je, un chercheur qui est plutôt de gauche à l'origine et qui a été stupéfait de ce qu'il a découvert. Il a découvert un peuple, un régime qui a voulu, pour exfiltrer la France, mener une guerre de terreur qui s'adressait contre les Français, mais aussi et surtout peut-être contre les musulmans eux-mêmes. Et ce que l'on décrit dedans, je vous passe sur les bordels dans lesquels étaient envoyées les femmes européennes, je vous passe sur les nez coupés, comment dirais-je, les testicules avalés qu'on mettait dans la gorge de ceux qui étaient condamnés, certaines choses qui se savent, mais là encore une fois, on s'appuie sur des documents pour dire attention, l'histoire elle est exactement l'inverse de ce qu'on nous enseigne depuis quelque temps. Vous parliez à l'instant donc de ces massacres. On consacre en plus de ces documents 2 pages sur le massacre de Mélouza que tout le monde a oublié. Le massacre de Mélouza. C'est un ouradour algérien en fait. Et vous savez que on avait un rapprochement à faire un peu rapide. Bien sûr, mais vous savez que cette formule, et ça va vous étonner, c'est Le Monde qui, à l'époque, le journal Le Monde, qui soutenait les indépendantistes, qui a sorti cette formule, qui a dit effectivement le massacre de Mélouza, c'est l'équivalent d'Oradour. 300 morts, 150 blessés. 300 morts exterminés dans des conditions abominables. Alors à l'époque, les belles consciences, effectivement, se sont réveillées, ont signé des pétitions ou autres. Il n'y a eu aucune suite. Elles ont continué à suivre les indépendantistes, qui ont continué à faire tous leurs massacres. Si vous me permettez, un petit parallèle, on se dira que quelqu'un comme Jean-Marie Le Pen, qui a eu le tort de dire, entre guillemets, de dire un mot un jour, a été pestiféré pour le long de sa vie entière et que le FLN algérien a eu beau massacrer grosso modo 200 à 250 000 personnes et ça n'a pas empêché les bonnes consciences de gauche de le soutenir jusqu'au bout et les médias bien pensants de considérer qu'ils étaient les gentils et les Français étaient les méchants. Mais même dans votre famille de pensée, Arnaud, au sein de la droite, on dira la guerre d'Algérie, on ne va pas recommencer. C'est pour les anciens, c'est pour Roger Hollande, c'est pour Le Pen, mais la guerre d'Algérie. Vous dites maintenant, la guerre d'Algérie, elle apporte la preuve que l'Algérie d'hier, c'est celle avec laquelle on parle aujourd'hui. Mais évidemment, regardez ce qui se passe aujourd'hui, les rapports entre l'Algérie et la France. On aurait pu penser que Bruno Retailleau, au lieu de démissionner pour une présence de son ancien ami Le Maire ou pour des raisons de politique politicienne, aurait pu partir au moment de l'arrestation de Boualem Sansal, aurait pu partir au moment des crises terribles avec l'Algérie. L'Algérie, aujourd'hui, c'est un pays qui a remis dans son hymne la partie de son hymne qui dit que la France doit être condamnée. Et, voilà. Et nous, ce que nous disons, c'est nous remettons l'histoire à l'endroit. Permettez, moi je suis plus un journaliste de presse écrite qu'un journaliste oral, vous êtes forcément plus à l'aise que moi à la télévision, mais je voulais dire effectivement aux auditeurs que ce qu'il y a à l'intérieur de ce magazine, ce sont des preuves et des faits, ce ne sont pas des commentaires. Et c'est ce dont aujourd'hui on a besoin. Je trouve qu'on commente un peu trop et on oublie un peu les faits. Alors, il y a une cible récurrente dans ce numéro hors-série de Valeurs actuelles, des histoires interdites, c'est le Parti communiste. Fabien Roussel, Yann Brossat, 2% des voix. Là encore, est-ce que c'est pas tiré sur une ambulance que de s'en prendre au Parti communiste ? Vous savez, depuis 1920, ce qui est drôle, il y a un parti qui n'a pas changé de nom. C'est le Parti communiste. C'est le Parti communiste. Alors le parti, apparaît-il, effectivement, changer, évoluer, je veux bien le croire. Mais ça n'interdit pas, encore une fois, de raconter ce que fut la vraie histoire des communistes. Nous avons 2 articles. Il n'est pas question des communistes partout. Nous avons un article qui parle notamment de tous ces communistes qui sont devenus collaborateurs, dont l'ex-numéro 2 du Parti communiste, Jacques Doriot, dont l'ex-numéro 2 de la CGT, René Belin. Nous parlons aussi, ce qu'on a tout à fait oublié, ce sont les actes terroristes du lendemain de la guerre. En 1947, le Parti communiste et la CGT orchestrent le déraillement d'un train Paris-Lille, 20 morts, 30 blessés. Enfin, les exemples sont absolument
innombrables. Mais à l'inverse, et ce que nous aimons dans ce magazine, c'est mettre en perspective les choses. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tout le monde est gaulliste, pour le coup. Et je ne résisterai pas, si vous me le permettez, une minute, à lire certaines... nous avons fait un grand article qui s'appelle « De Gaulle très politiquement incorrect », où nous avons retrouvé, dans un certain nombre de décrits, de biographies, de propos qu'il avait lui-même prononcés dans tel ou tel discours, beaucoup de temps pour les retrouver, quelques phrases, mais je vais vous en citer simplement 3. Sur les colonies, l'œuvre colonisatrice de la France fut belle, grande et féconde. Sur l'avortement, vous avez songé à l'enjeu, ça veut dire que j'accepterai que la population française, au lieu de croître, diminue, que notre race disparaisse dans un siècle ou deux. Sur les femmes, il ne faut pas oublier que l'essentiel pour un pays, c'est que la femme soit une mère de famille. Et sur l'intégration, on les connaît. Sur le racisme, très drôle. Et ça nous amène tout à fait aujourd'hui. Et si quelqu'un prononçait cette phrase, se sentirait-il gaulliste? Si une communauté se plaint du racisme à son égard, c'est parce qu'elle est porteur de désordre. Quand elle ne fournit que du bien, tout le monde lui ouvre les bras. Eh bien, moi, ça, je voudrais que ces phrases soient entendues et lues par tous ceux qui se présentent gaullistes, auquel cas on serait une très grande majorité à l'être. Quand vous tapez sur le Parti communiste, c'est encore la volonté de dire ce Parti communiste, il n'a jamais pris ses distances avec son histoire. Au contraire, il continue à la revendiquer. Il n'a jamais fait d'amende honorable. Et donc, il est criminel. Mais écoutez, c'est un peu à l'inverse de ce qui se passe dans le Parti gaulliste. C'est-à-dire, le Parti gaulliste, on se prétend gaulliste en oubliant ce qu'était parfois De Gaulle. On a parlé de ses relations avec le général Franco, et je pourrais en parler beaucoup plus longtemps encore, de tout ce qu'il a dit, fait en faveur du général Franco, ses grands regrets de n'avoir pas suivi son exemple. Vous verrez des choses un peu explosives. Et le Parti communiste, un peu pareil. C'est-à-dire qu'on a oublié ce qu'il était. On a oublié ses mensonges, on a oublié, il n'en est pas question dans le numéro, mais le pacte effectivement avec Hitler, avec Staline, pardon, Hitler-Staline, Ribbentrop-Staline. On oublie toutes ces parties de l'histoire. Donc comment voulez-vous aujourd'hui juger l'histoire, juger du Parti communiste, juger du Parti gaulliste, soi-disant gaulliste, si on ne sait pas d'où ça vient, et si surtout, en fait, et malheureusement peut-être, ces dirigeants ignorent eux-mêmes où sont leurs racines. Moi, ce que je trouve bien dans cette histoire interdite que vous publiez, c'est toujours que ça nous donne des éléments de réflexion pour aujourd'hui, 2025. Je vais prendre encore un autre exemple. Vous avez au rang des vérités cachées, la terreur. Et cela vient en résonance, et pour moi, avec les propos récents de Macron, c'est au Panthéon, devant le cercueil vide de Robert Badinter, et pour glorifier celui qui a aboli la peine de mort pour les assassins, Macron dit « Badinter entre au Panthéon avec les Lumières et l'esprit de 1789, la promesse accomplie de la Révolution ». Et Macron omet de dire que cette période mythifiée fut marquée par des massacres sans précédent. C'était la peine de mort pour tous, là, quand même, à cette époque. Bien sûr, mais là encore, là aussi, vous n'intervenez pas pour dire, il y a un mythe, on casse ce mythe avec la réalité. Nous sommes des casseurs de mythes et des rétablisseurs de vérité. En fait, après, je charge à chacun de penser ce qu'il veut sur la Révolution, mais on ne peut pas faire de la Révolution simplement une ouverture aux droits de l'homme, etc. Non, la Révolution, on a dedans un article qui est assez intéressant, qui s'appelle « L'histoire secrète de la guillotine ». Comment elle s'est créée? Le docteur Guillotin, effectivement, était un médecin qui était assez imbu de l'esprit des Lumières. Il voulait effectivement que la mort puisse se passer sans souffrance. Donc l'essence même de la guillotine dont Robert Badinter a voulu et a obtenu la fin en 1981 est en fait elle-même une création des Lumières, est une création de la liberté. Et c'est un paradoxe invraisemblable, et pour dire la vérité, un mensonge historique total, que de placer Robert Badinter dans l'esprit de 89, puisque l'esprit de 89, c'est précisément la guillotine. Quand il dit, Emmanuel Macron, quand il dit, même si on ne tient plus vraiment compte de ce qu'il dit, néanmoins, il l'affirme haut et fort dans un discours qui a été quand même revu, Badinter est la promesse accomplie de la Révolution.
Comment vous jugez cela? Mais écoutez, c'est exactement ce que je viens de vous dire. Quelque part, Badinter met fin à l'esprit révolutionnaire. L'esprit révolutionnaire, c'était la guillotine. Il met fin à la guillotine, mais au nom des valeurs de 1789. Voyez encore une fois à quel point l'histoire est méconnue. Je vais vous citer une petite anecdote, petite histoire. On en parle dans ce magazine. Et là aussi, on voit à quel point toutes les choses sont très complexes. Il n'y a pas de blanc et de noir, il n'y a que des zones grises. C'est l'histoire de Violette Maurice. Violette Maurice, c'était, dans les années 20, la plus grande championne sportive de France. Elle avait 20 titres, de 20 records du monde dans tout un tas de catégories d'athlétisme, mais aussi le football, la course automobile, etc. C'était une lesbienne revendiquée, c'était, si on peut dire, aujourd'hui, une icône du féminisme radical et une militante LGBT, etc., telle qu'on en parle aujourd'hui. Il se trouve que donc, elle était une superstar, amie de Maurice Chevalier, amie de Joséphine Baker, avec laquelle on lui a prêté une liaison, de tout un tas de vedettes de l'époque. Elle s'est produite aux États-Unis. Et elle a fini gestapiste. Cette femme qui aurait dû être l'exemple absolu des générations qui ont suivi pour ce qu'elle a permis, elle a été privée de participer aux Jeux Olympiques de 1928, Jeux Olympiques féminins, les premiers, parce qu'elle portait le pantalon. Et elle a été privée de Jeux Olympiques où elle aurait remporté de multiples médailles parce que ça ne correspondait pas à l'esprit un peu, on va dire, conservateur de l'époque de la Fédération française de sport féminin. C'est l'icône absolue de cet univers dont on nous rabat aujourd'hui les oreilles. Elle a par ailleurs des choses assez extraordinaires, hein. Elle a fait des choses fabuleuses. C'était une combattante, une rude. Elle a fini gestapiste pendant l'occupation et elle a été abattue dans sa voiture par un réseau de résistants, alors même qu'on n'est pas tout à fait sûr qu'elle ait été si loin dans la collaboration. Dans sa voiture, il y avait 5 personnes, dont 2 enfants, mais attention, gestapiste et attention, personnage totalement oublié. Mais quand vous voyez ces parcours, encore une fois, et c'est ce qu'on voit dans chacun des articles, on voit que tout est gris. C'est gris chez Franco de Gaulle, c'est gris dans l'histoire de l'Algérie, c'est gris et noir pour le peuple, enfin pour le FLN. Et tous ces moments-là, il faut les décrypter. Et c'est pour ça, vous le disiez dans votre introduction, on a passé 1 an à y travailler, mais on a cherché des livres, on a cherché des archives, on a rencontré des personnes qui connaissaient, des historiens ou autres. Voilà. Est-ce que finalement le plus grand danger pour l'histoire, c'est le manichéisme ? Oui, mais il n'y a rien de plus faux et de plus faussaire que l'histoire manichéenne, qu'elle soit dans un sens, du reste, ou dans l'autre, soyons honnêtes. Hein. Ce qui est intéressant, c'est d'aller chercher la réalité, ceux effectivement qui se cachent derrière. Quand on apprend, moi j'ai été assez stupéfait, on a fait un article sur décembre 1938. Décembre 1938, Ribbentrop reçu à Paris en grande pompe, des drapeaux à croix gammée partout, il va sur la tombe du soldat inconnu, bras tendus, il est reçu par Daladier, il signe un pacte avec la France qui promet une collaboration sikh entre l'Allemagne et la France. Et à quel moment, 1 an après, c'est la guerre, et peu après, les troupes allemandes qui défilent à Paris. Quand est-ce que dans un livre d'histoire, on nous raconte ça ? On ne nous le raconte pas parce qu'on voudrait que la France, elle ait tout compris à l'avance. On voudrait que les Allemands aient toujours été abominables avant la guerre. Et ce jour-là, on le reçoit en grande pompe. Je précise que dans cet épisode, et ça c'est très symbolique, les Juifs ont été interdits du dîner de gala auquel participait le président Daladier au Quai d'Orsay, et ont été interdits de dîner de gala où figurait le tout Paris, de Coco Chanel à tous les princes possibles de l'époque, à l'ambassade d'Allemagne. Et donc, nous, ce qu'on veut, c'est raconter ces choses-là. Comment vous voulez que les gens d'aujourd'hui puissent appréhender le présent et
l'avenir si effectivement on n'est pas un peu au courant, sinon pas les outils. Et ce qu'on leur donne, ce sont des outils, des faits. On pourrait étudier chaque chapitre, mais je laisse quand même les téléspectateurs de TVL le plaisir de découvrir ce numéro hors série de Valeurs Actuelles, étant depuis aujourd'hui. Aujourd'hui. Il est en vente où ? Dans tous les kiosques et sur notre site boutique de Valeurs Actuelles. Boutique de Valeurs Actuelles. Et avant de se quitter, allez, une dernière petite vérité cachée pour Emmanuel Macron, qui se complaît dans les mythes républicains. Valmy, la bataille de Valmy, la victoire des troupes révolutionnaires à Valmy en 1792. La bataille, on n'en a pas été une, fin de mythe. Non. Qui sait, par exemple, qu'il y a eu beaucoup plus de morts du côté français que du côté prussien. Les Prussiens se sont retirés au bout de 2 jours. Voilà, la vérité, c'est que ça n'a pas du tout été une victoire de Valmy. C'est quoi, c'est une négociation? Non, c'est-à-dire que, selon les historiens, nous, encore une fois, on donne la parole aux historiens, et en l'occurrence, il y a 2 versions principales qui sortent, on va dire. Il y en a une qui consiste à dire qu'effectivement, l'armée prussienne, et ça s'est avéré, Goethe lui-même en a parlé, l'armée prussienne était atteinte d'une crise, d'une épidémie de dysenterie. Rien à voir avec une victoire française. L'autre, sans doute la plus vraie, c'est que les Prussiens avaient compris qu'ils pouvaient parfaitement gagner à Valmy, mais que ça ne faisait pas tant que ça leur affaire. Que la France, sitôt, si on gagnait à Valmy, la monarchie revenait en France, la France redevenait une grande puissance, et que donc, quelque part, ils ont décidé de quitter le champ de bataille, où, encore une fois, il y a eu quelques centaines de morts, et beaucoup plus du côté français que du côté prussien. Voilà, ce sont toutes ces histoires-là, il faut les apprendre, les connaître, les décrypter, et on le fait beaucoup par base d'anecdotes et de petites choses qui permettent souvent d'apprendre mieux que des grandes théories. Je propose qu'on envoie cet exemplaire à Emmanuel Macron. Ah, si vous voulez. On peut s'offrir ça? On peut s'offrir. Merci beaucoup, Arnaud Foll. Numéro hors série de Valeurs Actuelles, l'histoire interdite, torture du FLN, les collabos du PC, les dernières heures de Pierre Laval, quand la gauche fichait les militaires, les nazis célébrés à Paris, on en a parlé, De Gaulle-Franco, Dien Bien Phu, le rapport caché et enterré de Dien Bien Phu, c'est aussi un moment important. Voilà, c'est en kiosque et c'est en vente et c'est vraiment nécessaire de se le procurer pour avoir les idées claires. Merci à vous. Merci. Merci.